Salut, bonjour à tous, c'est Sartman. Alors juste un petit message avant le début du podcast. On a eu un petit problème technique lors de l'enregistrement donc de ce deuxième numéro de Pourquoi Buffy c'est génial. Donc soyez pas étonnés, vous allez vite vous rendre compte que un des trois, en l'occurrence moi, est beaucoup plus loin que les autres. Mais bon, on a bricolé pour qu'on puisse entendre ce que je dis. On s'excuse, on est désolé du désagrément d'écoute lié à ce problème technique, mais on a essayé dans tous les sens, mais ça, on ne pouvait rien faire d'autre que faire comme ça à cause du via un micro. Voilà, désolé, et c'est la dernière fois que ça nous arrive, promis. On fera attention la prochaine fois. Allez, bon podcast, salut. Salut tout le monde, donc salut pour ce bienvenue pour ce deuxième numéro. Une belle musique d'intro là. Bien sûr, je choisis moi-même mes musiques. C'est en rapport à chaque fois avec l'épisode. C'est la deuxième fois que c'est rapport. Ah oui, c'est vrai. Peut-être la troisième fois ce sera pas. D'accord. Bon, bienvenue en tout cas à tous nos auditeurs. Bienvenue dans ce deuxième numéro du podcast Pourquoi Buffy c'est génial. Nous nous présentons, on va commencer par ça à chaque fois. Moi c'est Sartman, salut, donc je viens de Sarthe et je suis spécialiste sartois en Buffy. Et pour m'accompagner, j'ai Riley Finn. Ah oui, bonsoir. Bonsoir. Spécialiste mondial Buffy. Et pour m'accompagner aussi, nous avons Clément. Voilà, Clément le démon, le meilleur démon de toute la saga Buffy. Largement le meilleur démon de tout l'univers, quoi, finalement. Donc c'est toi, c'était le Je suis effectivement, voilà, j'étais. C'est vrai que tu sens un peu. Tu es un peu trop près de nous, Clément. C'est un honneur de t'avoir en tout cas parmi nous, Clément. C'est un plaisir partagé. Ça fait plaisir. Alors bon, je vais rappeler le principe du podcast. On va analyser les épisodes, on va donner des anecdotes, on va expliquer un peu. Pourquoi la réalisation, l'écriture, tout ça, les critiques, des infos aussi sur Buffy, sur la série. Et tout ça, on le fait à travers des sortes de commentaires audio, comme ça pour mieux comprendre l'épisode. Donc nous, on va regarder l'épisode et on va commenter scène par scène l'épisode. Après, vous n'êtes pas obligé non plus de regarder l'épisode. Moi j'ai essayé sans vidéo, c'est très bien aussi. Ouais, alors je connaissais l'épisode aussi. Alors les vrais fans peut-être connaissent tout par cœur et du coup pas besoin de regarder. Ouais. Si tu connais l'épisode par cœur, peut-être t'as pas besoin, mais en même temps ça te donne une excuse pour regarder l'épisode, ce qui est toujours. C'est vrai, c'est toujours une bonne chose de regarder l'épisode. Voilà. On ne regarde jamais assez Buffy en fait. Alors pour info, obligatoire tout le temps. Pour info, donc le podcast existe donc sur iTunes, mais sur le site du podcast vous pouvez retrouver la version MP3 qui est téléchargeable à partir de SoundCloud. Et aussi une version vidéo sur une chaîne YouTube. Donc comme ça, au cas où vous ne pouvez pas lancer votre épisode en même temps que le podcast. C'est pratique, vous pouvez regarder la vidéo directement. Alors c'est inversé les images par contre. Mais oui, pour pas que le robot, le bot YouTube, notre ami, nous dégage la vidéo. Ça change toute l'analyse de l'épisode. Ça change tout, voilà, faut tout reconstruire. Faut tout mettre à l'envers, tout ce qu'on dit. C'est l'inverse. Voilà, c'est l'inverse. Faut comprendre l'inverse, tout à fait. Donc je rappelle l'adresse du site, c'est facile, c'est pourquoi Buffy c'est génial tout attaché .wordpress.com. Donc on tente de s'adresser aux fans, mais aussi aux non-fans, pour leur faire comprendre qu'il faut regarder la série, qu'il faut mettre de côté ses a priori sur Buffy et regarder cette bonne série. Tout à fait. Donc on est content, c'est le numéro 2. Bah ouais, bienvenue à tous. On s'accroche, on fait un numéro 2 et voilà. Voilà, et il y en aura sûrement beaucoup d'autres. Mais bon, déjà le numéro 2 c'est un bon pas. J'attends la comédie musicale, l'épisode comédie musicale. J'avoue que. On a prévu de le faire l'épisode 100, l'épisode 100 du podcast. Parce que c'est un épisode où les commentaires audio existent déjà, donc. Ça part trop. Ah d'accord, ok. Tu vois. Ouais, mais quel plaisir. On pourra faire un podcast chanté éventuellement. Ce serait une excellente idée. Oh quel beau plan, c'est vraiment fantastique. Je pense qu'il y a un peu. C'est une super idée. C'est une très bonne idée. À voir. Non, tu prends des cours de chant, Clément, il me semble. Mais Clément, il y a une rumeur qui dit que tu prends des cours de chant. Non, des cours de claquettes, vous entendez. Ouais, c'est ça. Bon, bref. Faut être sur Paris. Le 7 août. À la Comédie Saint-Michel. Oh là, d'accord, là vous en dites beaucoup trop. Ah oui, on sera coupé au montage. Ça. On a eu des commentaires sur le premier épisode. Alors, je vous rassure les gars, on a eu beaucoup de
bons commentaires. Les gens ont vraiment apprécié le podcast. Ça c'est bien. Très très peu d'insultes à signaler. Très peu. On en a eu quand même. Un peu de félicitations quand même. Et je tiens à dire que si vous avez des idées pour améliorer le podcast, des critiques, il faut le dire. Donc par Facebook, par le Twitter, par l'adresse mail, pourquoi Buffy c'est génial @gmail.com, tout attaché, pourquoi Buffy c'est génial. Voilà, on est ouvert à tous, c'est participatif. Si vous avez envie de dire quoi que ce soit, on est là pour vous répondre. On est des vrais gens. Voilà. On est accessible, on est complètement accessible. Clément est un peu moins accessible, mais c'est parce qu'il s'est mis aux claquettes. Ouais, mais je suis un démon, faut quand même pas mélanger les torchons, les serviettes, je suis un démon. N'oubliez pas que je suis un démon quand même. Nous on répond aux mails, en tout cas. Un petit rappel sur les spoils, tiens. Donc dans ce podcast, on va tout faire pour qu'il y ait le moins de spoils possible, je le rappelle. Mais on n'est pas à l'abri qu'il y en ait 2-3 qui sortent. On n'est pas à l'abri. Donc si vous voulez absolument pas être spoilé sur quoi que ce soit de la série, mon conseil c'est de regarder toute la série et d'après d'écouter les podcasts. Je valide ce conseil parce que il y aura 2-3 choses. Après, on n'aura rien de fou. Le but c'est d'en faire le moins possible, mais il y aura peut-être 2-3 trucs qui nous échappent. Peut-être ça va sortir comme ça. C'est obligé. Voilà. Et puis quand on analyse, on est obligé parfois de prendre l'œuvre dans son intégralité et de pour mieux comprendre ce dont on parle. On connaît toute la série, du coup, on est obligé de. Ah, tu as vu toutes les vidéos de Buffy alors c'est vrai que tu es en train de... Moi je les découvre en fait. Non, mais entre les deux enregistrements, du coup, j'ai regardé parce que j'avais l'impression. C'est une bonne série, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Je préfère Angel quand même. Bref, alors une nouvelle rubrique, on passe à la rubrique gros bisous. Ah oui. C'est la rubrique où on fait des gros bisous aux gens qui nous aident, qui nous encouragent, comme on a dit tout à l'heure, et des gens tout simplement à qui on a envie de faire des bisous. T'avais un gros bisou à faire, Clément, je crois. Tout à fait, oui. Big up à Audrey qui écoute peut-être celui-là, je sais qu'elle a écouté le premier. Tout à fait. Voilà, qui m'a un peu réconcilié avec cette série. J'avoue que moi j'avais lâché à la saison 4. Il est honteux. Mais quoi, on est là pour dire la vérité aux auditeurs. Merci Audrey. Voilà, moi la saison 4 j'ai fait non mais c'est bon les mecs vous êtes gentils mais j'arrive pas, ce méchant ne me parle pas, rien ne me plaît. Elle m'a dit non mais si continue machin et on a regardé effectivement jusqu'à la fin et je suis là aujourd'hui pour parler de cette série que j'aime parce qu'elle m'a un peu reconnecté avec, donc merci Audrey. On va faire aussi un gros bisou aux 3 personnes qui ont participé à notre sondage. Parce que comme je vous rappelle... Que 3. C'est un succès. On commence au début les gars. Oui, non, mais oui. Et donc comme je vais les rappeler régulièrement, je vais créer des faux comptes pour voter. À chaque podcast, on fera un petit sondage dont on décortiquera les résultats lors du podcast. On ne fera pas d'analyse très poussée non plus, on vous rassure. Non, mais on en parle. Et donc pour ce premier sondage qui était je sais plus quoi, Riley, c'était quoi le premier? Alors c'était votre Big Bad préféré, le meilleur méchant de la saison. Et bien on a eu Dédale, Sweet, Dédé et Nicotam qui ont eu la gentillesse de répondre au sondage. Et donc on leur fait un gros bisou. Bisous vous 3. Bisous. Alors on fait aussi un gros bisou à Podcast France, ce qui est l'annuaire français des podcasts, qui est très cool parce qu'il va nous référencer a priori sur son site. Ah, bonne nouvelle. Merci les gars. Un gros bisou à Slayer Revival. Slayer Revival qui est un site... alors moi je le connaissais en tant que site d'actu et plein d'infos sur la série, tout ça, que je regardais assez régulièrement depuis très longtemps. Et j'ai découvert il n'y a pas très longtemps que c'était aussi un forum. J'étais con, j'étais jamais allé sur l'onglet forum. Et donc c'est assez cool parce que c'est un forum sur lequel on peut parler avec plein de gros fans de Buffy. Alors quand j'ai gros fans, c'est pas que vous êtes gros, attends. Mais j'y pensais en plus, c'est con. À partir du moment, moi je me dis qu'à partir du moment où on parle d'une série qui n'est plus diffusée depuis 10 ans, on est un grand fan. Non, mais complètement. C'est un grand fan. Donc voilà, et donc c'est génial de rencontrer. Après, il y a tous l'univers continue avec les comics et tout ça. Voilà, c'est ça. Et justement, il y a une actu quand même sur Buffy. Donc l'actu, le site en parle également. Et donc, du coup, ça permet au forum aussi de se renouveler. On peut parler des comics, de tout ce qu'on veut. Est-ce qu'on a d'autres de gros bisous à faire? C'est bon, on a fait tous les gros bisous. On peut faire un bisou à mon cousin. Bisous au cousin de Clément. Qui est démon lui aussi ou comment ça se passe? Oui, tout à fait. Lui, il est démon, mais plutôt versé dans la potion. Voilà. Oui, c'est un archimal. Un archimal. Non, un alchimiste. Tu voulais dire alchimiste, voilà, d'accord. Un archimiste, non. Un archimiste. Chimiste ou quoi? Chimiste. Donc bon, c'est tout un gros bisou. On va passer à la rubrique sondage.
Allez. Alors oui, sondage. Alors, on a lancé un très gros sondage sur le dernier podcast sur les... Pareil, gros, ça veut pas dire que... oui, non, alors gros sondage, oui. Alors, il faut faire attention à tout ce qu'on dit. Hein. Bah tiens. Sur les big bad préférés des auditeurs. Donc on a eu 5 réponses. Merci les gars. Dont 2 membres du podcast qui ont répondu. Mais oui, ça c'est ce que je disais. Et voilà. plus les 3 à qui on a fait un gros bisou. Voilà. Donc, alors c'est écrit sur le conducteur, hein, le sondage n'est pas validé. Moi je suis pas d'accord. La Sofresse m'a appelé, ils ne peuvent pas valider un sondage avec 3 votants seulement. D'accord. Du coup, on a quand même un peu poussé l'investigation et on remercie Clips sur le forum de Slayer Revival qui nous a indiqué un post où ils avaient déjà fait ce sondage. Et donc je vais vous donner vite fait les résultats, hein. C'est Gloria qui a été choisie comme étant une meilleure Big Bad à 43%. Voilà. Pas mal, Gloria. Gloria, et c'est vrai qu'elle est marrante. Ouais, c'est vrai, c'est bien. Tout ce passage-là, c'est ça. Ensuite, ils ont mis Dark Willow. Nous, on avait mis le trio. Alors, il y a débat parce que c'est vrai que Dark Willow, c'est à la fin de la saison 6. Quel est le Big Bad de la saison 6 ? Voilà, on peut ouvrir un post sur ça, hein, effectivement, sur le forum. Est-ce que c'est Dark Willow ? Est-ce que c'est le trio ? Pour moi, c'est le trio, c'est clair. Pour moi, c'était le trio aussi. Parce moi, que je suis un peu trio aussi. Hein. Mais alors, quand je pensais au sondage, j'y avais pensé aussi à Dark Willow. Oui, c'est vrai qu'on peut y penser, ouais, c'est vrai. Donc à 20% Dark Willow, ensuite c'est la Force à 12%, l'ennemi de la dernière saison. Dark Willow, c'est quand même le gros méchant qu'on doit combattre en fin de saison. Voilà. Parce que le trio, c'est un peu... Non, c'est pas facile, Je pense qu'il y a débat. Voilà. Et à égalité donc avec la Force, il y a le Angelus Spike Drusilla 12% qui était le résultat sur notre site. Qui a été choisi sur les 5 votants, voilà. Ensuite le maire à 8%, le maître à 4% et Adam à 0% sur le forum. C'est quand même bizarre. Cette saison 4 un peu pourrie en fait. Voilà, donc du coup je reviens, j'ai envie de faire un gros bisou à Adam qui nous écoute et qui doit être très triste. Voilà, d'avoir 0 voix hein, quand même. Mais c'était bien tenté Adam. Il y a certaines personnes donc sur le forum alias 314 c'est le titre de l'épisode il me semble en plus de la saison 4. Non mais c'est la salle dans laquelle. Ouais, c'est le titre d'un épisode, je crois. Tout à fait. Après juste pour attendre, il se fait buter quand même au bazooka et pour le coup c'était un gros délire. Alors c'est pas lui qui se fait buter au bazooka. C'est pas lui ? C'est le juge. C'est le juge. Oh putain le scandale. Voilà. Non, mais, alors on cherche quelqu'un pour remplacer Clément au podcast numéro 3. Et comment se fait buter Adam alors ? Bon on en parlera pour un prochain podcast. Oh, il se fait buter salement, voilà, une baston et voilà. Excusez-moi, j'en dis beaucoup des conneries, vous inquiétez pas, c'est normal. Voilà, donc c'est clos, il y aura un donc buté au bazooka. Non, c'est le juge. Arrête, n'insiste pas. On te confirme. On pourrait faire un effort quoi. Bon, putain, Clément, on va lui faire plaisir. Donc passons donc il y aura un nouveau sondage dans ce podcast à un moment donné de l'épisode. Suspense. On tease un peu hein. Ouais, il faut donner envie aux gens de dépasser surtout oui parce que ça fait quand même un quart d'heure qu'on parle ça fait déjà un quart on a d'heure. toujours pas commencé. Non mais ça c'est à rajouter des rubriques aussi Mais je me demande qui fait conducteur, c'est un scandale. Alors aujourd'hui on va parler donc du premier épisode de la saison 2 qui se nomme When She Was Bad, la métamorphose de Buffy en VF. La traduction en métamorphose de Buffy, non ? Bah elle est nulle. Voilà. Et voilà, je la trouve comme beaucoup de traductions. Regardez Buffy en VO s'il vous plaît. Je milite pour la VO. On fait le podcast en anglais aussi, bon, il faut d'autres serveurs, on vous expliquera mais. Alors ce premier épisode de la saison 2 a été diffusé le 15 septembre 1997 sur WB. Il est écrit et réalisé par Joss Whedon. Ah. Et ouais, donc c'est un gage de qualité souvent. Parce qu'en fait, dans les premières saisons, Joss Whedon, il avait pris l'habitude de réaliser les épisodes de début, de milieu et de fin de saison. Et c'était les épisodes importants. Clés, ouais. Où l'histoire globale prenait des virages, où il se passait des trucs importants pour les personnages. Et il prenait en main totalement ces épisodes. Et c'est donc lui qui réalise cet épisode de la rentrée, le season premiere, comme on dit quand on est américain. Et donc c'est l'épisode que tout le monde attend, hein. Vous vous rendez compte, ça fait 2-3 mois qu'on n'a pas vu Buffy, c'est très important. Tu m'étonnes. Voilà, le pitch, quelqu'un fait le pitch ? Alors oui, j'ai préparé un petit pitch. Ah, fais-nous péter le pitch alors. Alors attends, je tiens à préciser que je n'ai pas recopié sur Wikipédia. Contrairement à Jean-Paul Olivier. Contrairement à certaines personnes du Tour de France. Non, mais c'est pour les gens qui suivent le Tour de France, c'est-à-dire personne. Il y a beaucoup de fans du Tour de France qui nous écoutent. Tu crois ? Il y a un podcast aussi sur. Alors dans cet épisode, ça se passe après les vacances d'été.
Buffy revient à Sunnydale et elle n'a pas donné de nouvelles à ses amis. Donc c'est suite aux événements du dernier épisode, Prophecy Girl de la première saison, où il s'est passé plein de trucs. Bon, on spoil ou on spoil pas, mais Buffy, Buffy est morte déjà une fois. Voilà, ben normalement ils le savent. J'ai spoilé, voilà, mais oui. Normalement ils le savent. Je spoil une saison 1 après quoi. Là tu spoil ce qui s'est passé avant, donc c'est pas vraiment du spoil. Voilà, c'est un peu con. Normalement ils savent. Donc suite aux événements de ce dernier épisode de la première saison, Buffy revient complètement changée. Bah tiens. En bien ou en mal, on ne sait pas, on va le découvrir tout de suite. Maybe she was bad. Ok, alors donc le sommaire. De quoi on va parler dans cet épisode? On va parler du syndrome post-traumatique chez le super-héros. Ça a l'air très compliqué. Parce que donc, vous allez voir que Buffy est un peu traumatisée par son expérience avec le maître. Et ça va se répercuter sur son caractère du jour. On va aussi un peu parler de la recherche de normalité. Comme la dernière fois, on en avait parlé la dernière fois, et là encore. C'est un thème de la série. C'est un gros thème de la série, et là il y a des petites touches encore de ça dans cet épisode. On va parler de réalisation aussi, parce que donc, comme j'ai dit, c'est le deuxième épisode réalisé par Joss Whedon. IMDb dit que c'est le 4ème. Hein. Bon. Ah, on jugera ici un épisode non diffusé. Les fans hardcore. Non, mais c'est parce que il est réalisateur du premier épisode, le Unrated. Alors, je sais pas si on peut en parler 2 secondes de l'épisode 0 en fait, le vrai épisode pilote, le Unrated. Donc avec la fausse Willow, bon. La fausse Willow, non. Alors, première actrice. Ouais. L'actrice. Moi je l'ai pas vu cet épisode, hein, donc je sais pas. Ah bah, il faut le voir, c'est intéressant. Bon. Alors si vous êtes des gros fans, hein, les gros vous êtes là. Hein. Des fans obèses de Buffy. Mais non. Donc vous savez de quoi je parle. Big up à vous. Big up. Il faut voir cet épisode. Il faut voir cet épisode, donc le Unrated pilote de Buffy. Il est sur YouTube. Tiens, je mettrai le lien sur le site. Je m'engage. Ouais, non mais si ouais. Je suis un fou. Voilà. Non mais fais-le, ouais, c'est important. Non, c'est intéressant. Donc ça dure une demi-heure, je crois. Ça dure pas 30 ans. Donc en gros, c'est l'histoire, c'est les deux premiers épisodes. Les 2 premiers épisodes de la série. Ça regroupe ce qui se passe sur Welcome to the Hellmouth et The Harvest. Et alors avec des scènes en moins, fatalement. Et donc la Willow est pas la même. C'était une autre actrice qui avait été embauchée pour jouer Willow, et la chaîne, en voyant le pilote, a dit non, cette Willow, j'en veux pas, trouvez-moi une autre. Il y a des trucs, il y a plein de choses intéressantes parce que c'est fait avec 3 bouts de ficelle, il n'y a pas de musique, les cascades sont un peu bidons. Les décors, il n'y en a pas des masses non plus. Mais bon, c'est intéressant, La bibliothèque, je crois qu'elle c'est pas la même aussi. Alors ça, je me rappelle plus de mémoire. Enfin, c'est très intéressant à voir. Bien sûr, pour nos amis, les gros fans. On va voir l'épisode, vous inquiétez pas. Il va durer 3 heures ce podcast, c'est monstrueux. Oui, voilà, donc. J'étais obligé. Joss Whedon a réalisé ce Unrated pilote. Et il a été crédité en tant que réalisateur adjoint, en gros, sur le premier épisode de la série, réalisé lui par Charles Martin Smith. Mais comme il avait réalisé le Unrated pilote et que il a été produit. Welcome to the Hellmouth reprenait une grande partie des plans faits par le Unrated pilote. Il a été crédité comme 2e réalisateur sur. C'est pour ça qu'il est à 4. En tout cas, il a peu d'expérience en tant que réalisateur, finalement, quand il réalise When She Was Bad. On va voir que son style se met en place quand même, parce qu'il y a un style Whedon, et ce style se met en place dès cet épisode-là. Et on va aussi parler sexe. Oui. Faire du sexe. Parce que les hormones débordent dans cet épisode de rentrée. C'est un épisode qui parle énormément de sexe, et c'est montré par petites touches. C'est très très cool. Il y a un fou rire, je sais pas si ça. Bref. Et puis enfin, on parlera un peu du décalage entre la VF et la VO, qui devient vraiment ici problématique. Moi personnellement, j'ai trouvé qu'en première saison, c'était pas très dérangeant parce que la VF qui déforme énormément la VO, c'est son job aussi. Oui. Elle ne fait pas que traduire, elle est là pour. Traduire justement, enfin je vois pas d'autres mots. C'est pas traduire, c'est adapter. Adapter, oui, bien sûr, oui. Donc elle est obligée d'adapter, et je trouve que dans la saison 1 ils s'en sortent bien parce qu'en plus ils font des bonnes vannes qui fonctionnent bien en VF. Là dans cet épisode là on est un peu colère contre la VF. Je pense qu'ils ont changé de traducteur.
Alors là, tu t'engages un peu. C'est toi. Je m'engage, je mettrai le lien sur le site qui prouve que c'est pas les mêmes traducteurs. Non, mais voilà, mais le problème de la traduction est un vrai problème. On n'en parlera pas maintenant, mais le problème de la traduction Si, des faisons un films. podcast sur la traduction. Non, mais oui, voilà, c'est pour ça. C'est un sujet trop énorme pour en parler là maintenant tout de suite. Clément, mais ça lui tient beaucoup c'est un à vrai cœur, scandale. hein. Mais bien sûr. Puis c'est pas que pour Buffy, c'est en général, quoi. C'est un vrai scandale. Un vrai scandale. Ok, alors donc on va attaquer, hein, parce que ça fait quand même un petit moment là qu'on parle. On va attaquer l'épisode. Donc je vous rappelle, comme des commentaires audio, pour ceux qui veulent regarder l'épisode en même temps qu'on parle. Donc nous on va lancer, je me prends ma télécommande, nous on va lancer l'épisode de notre côté. Soyez au taquet, les gars, attention. Soyez au taquet, faut qu'on soit super synchro. Ah, mais grave, attends, c'est tout l'intérêt de ce podcast. Alors attention, donc là moi je suis sur DVD, hein, j'annonce, hein, pour ceux qui sont en mode DVD. Donc je suis sur le menu qui est un peu pourri, le menu en cercle là. Et donc attention, comme ça, mais... j'appuie. Non, ça dépend des saisons. Ouais, mais c'est tous un peu le jeu. Il y en a qui ont des animes et tout en 3D dégueulasse dans un cimetière. Comme dans Atmosphere, le jeu. Oui, rappelez-vous. Tout à fait, bon, ça n'a rien à voir. Bon alors là on imagine que tout le monde a chargé son DVD ou son épisode Bien sûr. dans son Sinon, DLC, voilà. là. Sinon, mets tes pauses, attendez. Mets pause, toi qui mets ton DVD. Voilà, mets pause, mets ton DVD. Non, pas mes pauses. Ça y est. Non, mais pas. Ah, sur le podcast, tu veux Voilà, dire. tac, Ah oui. ça y est, il a mis pause. Ouais, donc Il a mis son DVD. l'intro va être Voilà. très longue, effectivement. Allez on y va. Bon, attention, 3, 2, 1, play, j'appuie sur play. Donc il y a une petite animation, l'épisode n'est pas encore commencé, là il y a des nuages bizarres. Attention, noir. Ah, ça y est, c'est parti, ça commence. Donc ça commence dans un cimetière, dis donc. Pour changer. C'est étonnant. C'est pas ce qu'on avait dit la dernière fois que les scènes de cimetière la nuit, ça deviendra un code de la série. Et bah voilà, bim, ça se vérifie complètement là. Ça devient un code de la série. Et donc on va parler un peu de la réalisation. Regardez ce plan. Alors pas celui-là, voilà. Maintenant celui-là où on a Alex et Willow tous les deux en train de marcher. Et Alex qui mange une glace, ils sont en train de jouer à leur jeu. C'est l'été. C'est la rentrée. C'est un plan très long, c'est un plan de 50 secondes quand même. Ce qui est rare, oui. ce qui est assez Pour une long. série, ouais. Et donc ça c'est le style Whedon. Whedon il va être attaché à faire des longs plans. Faut que je vous explique que, enfin ça il le dit, j'invente rien, il le dit dans plusieurs commentaires audio quand on regarde les DVD. Il était le seul en fait à pouvoir se permettre de faire de longs plans dans la série. Parce que comme il avait le final cut, comme c'est lui le showrunner de la série, c'est lui qui derrière, à la fin de l'épisode, une fois l'épisode monté, coupait telle ou telle réplique ou telle scène. Et forcément, on peut pas couper dans un plan séquence. Dans un plan, quand on coupe, il faut que ça soit dans du montage. On est d'accord. Et donc, lui, il savait qu'en tant que showrunner, il pouvait envisager de mettre en place des longs plans, parce qu'il savait que derrière, il les couperait pas. Alors que tout autre réalisateur qui serait arrivé en disant ah ouais alors moi cette semaine on fait un plan là d'1 minute 30 tout ça, Joss Whedon lui aurait dit bah non mon coco tu peux pas parce que peut-être que derrière je vais te couper. Ah, lui il est à la maison quoi. Donc voilà c'est son style mais en même temps c'était le seul qui pouvait se permettre de... Ah il fait une référence à Witness, là c'est au film Witness avec Harrison Ford et il faut le noter, faut s'en rappeler, c'est important. Pour plus tard. Pour la suite après. Enfin, moi personnellement, donc il parle de Terminator, de la planète des singes, de Star Wars, ouais. C'est vrai que moi je connaissais pas Witness à l'époque où j'ai vu. Non, moi non plus. T'avais pas compris cette référence à la glace là. Et je l'ai compris après. J'ai vu Witness quelques années plus tard et j'ai compris la vanne d'Alex. C'est chaud là, le bisou, ils sont à 2 doigts de s'embrasser quand même. Ouais, ça. Mais je vous ai dit, c'est le sexe. C'est la première fois non de la. Ouais, le vampire derrière, c'est pas mal. Et voilà. Et donc pareil, comme on disait la dernière fois. Dans Buffy, le sexe et la mort sont liés. T'as deux personnages qui sont sur le point de s'embrasser, et bim, vampire. Et voilà, et là, mort. Faut pas faire du sexe, c'est pas bien. On voit pas le visage, mais on voit. Là, on a vu la jupe de Buffy, les jambes de Buffy, et enfin Buffy. Hi guys. Hey. Elle est incroyable. Elle est de retour. Et donc vous voyez que son salut les gars et son hi guys et son miss me, c'est du regard cam. Ouais. Elle s'adresse carrément. à nous, quoi. Directement au spectateur. Elle s'adresse au spectateur. Non mais c'est génial. On t'implique. Le spectateur est impliqué dans la série. Là, moi je trouve ça génial. Mais c'est directement désigné, destiné aux fans. C'est C'est pour les fans. ouais, Les gars qui attendaient le retour de Buffy. C'est évident. Génial. Donc On est sur le générique, ouais. Qui a un peu changé par rapport à la Voilà. saison. Ça, ce plan est génial. Ouais, moi il est dans l'épisode qu'on va voir. Justement, ça tombe bien. Voilà. Donc, Angel. Ouais. Voilà. Angel, le blanc boucherie. Ah ouais.
Angel qui va du coup faire partie de... Voilà, et Angel maintenant est au générique, ce qui prouve que Angel sera beaucoup plus important dans cette deuxième saison. Je vais pas spoiler, mais bon, Angel... On va le voir dans tous les épisodes. Ouais, déjà, premièrement, il est payé, David Boreanaz sera payé à tous les épisodes. Ah, la chance. Buffy, il est monté en grade. Salut. Alors, on revoit dans le cimetière. C'est directement, juste après. Vous les cheveux, hein, je sais pas si vous avez vu. Si, ouais. Alors, pour petite info, entre les deux saisons de Buffy, elle a tourné 2 films. Elle a tourné I Know What You Did Last Summer. Souviens-toi l'été dernier. Et je sais pas si vous avez vu ce film, mais elle se fait couper les cheveux dans le film en fait. Ouais. C'est intéressant de le noter. C'est pour ce film qu'elle se fait couper les cheveux. Ils sont malins les mecs. Et, alors, Et elle a maigri aussi un peu, on dirait. Elle a perdu 7 ou 8 kilos. Ah oui, quand même. Et il y a même une anecdote qui dit que sur I Know What You Did Last Summer, elle était obligée de rembourrer ses soutifs ah oui, pour être plus pulpeuse parce que les prods avaient engagé, ils voulaient une bimbo et elle, vu qu'elle avait perdu un peu de poids, elle faisait moins bimbo et donc elle était obligée de rembourrer tout ça. Et là on a un premier indice parce que Buffy a changé. On a eu un premier indice, elle a traité Alex et Willow de loser et après elle a remis en question leur talent. Donc c'est déjà après 2 mois, ça fait 2 mois qu'elle les a pas vus. C'est un peu bizarre comme retour quand même. Ouais, elle est pas comme... Elle est pas enthousiaste, non, alors qu'elle c'est ses amis. Elle est traumatisée par le maître. Ce plan très serré sur Buffy, alors qu'avant on avait des plans très larges sur les 3. C'est bon là je fais peut-être un peu de branlette de surinterprétation, mais on a une Buffy vraiment enfermée. On a cette notion d'enfermement, la tête est vraiment... C'est juste quand il parle du maître en plus, donc... Voilà, au moment où on évoque le maître... Elle a été traumatisée là. Voilà. Buffy, on sent que dans la réal, elle est un peu enfermée, elle est prisonnière de ses démons intérieurs un petit peu, tu vois. Et c'est ce dont nous allons traiter, justement, ça tombe très bien. Alors, et là vous voyez que donc là on est dans la séquence où les parents parlent de Buffy. Et alors, bon c'est un petit détail, mais on voit que c'est sur cette séquence que commencent les crédits. Vous voyez, ces petites choses, exécutif, producteur, Sandy Gaming, tout ça. Et là, Joss Whedon, pareil, il le dit régulièrement dans les commentaires audio, on sait qu'il attache une grande importance il a raison. à ce que les crédits ne viennent pas gêner la compréhension, la bonne compréhension de l'épisode. Et donc c'est à mon avis, alors là j'imagine, parce que pour le coup il a jamais parlé de cet épisode là, mais moi j'imagine qu'il a décidé de mettre les crédits seulement à partir de là, pour pas gêner la première scène. Qui est plus importante que celle-ci. Voilà, la première scène est extrêmement importante. On est axé sur Buffy, sur son traumatisme. Ah le plan Owen Vous m'avez pété les oreilles. Dont on parlait sur le premier podcast, il revient, pardon. Voilà, non, pas de problème. Non mais j'étais en pleine explication, mais le plan Owen, mais j'avais fini en fait. Donc voilà, les crédits au moment où c'est pas important, donc sur la scène des parents. Et donc le plan Owen, pour ceux qui ont écouté le premier podcast, rappelez-vous, il y a un plan de l'épisode Never Kill a Boy on First Date qui va être repris à plusieurs moments de la saison 2. C'est un plan d'illustre d'extérieur de lycée. Et donc on l'a vu là, on a vu Owen. Tout à fait. Alors, je sais pas si Owen se faisait payer à chaque fois qu'on remettait son plan dans l'épisode, je ne pense pas. Ouais, il a dû se faire arnaquer le pauvre. Je pense pas non plus. Ah, tandis que voilà, nous Snyder et Giles qui marchent. Le corps étudiant. Ils sont très drôles tous les deux là, c'est un bon duo. Oui, mais le dialogue est très marrant entre les deux. Ça parle de sexe, hein. Et ça parle de dès sexe, le début, c'est vraiment le thème de cette deuxième saison. Comme quoi un homme change du tout au tout dès qu'une jolie fille s'approche, et évidemment c'est ce qui arrive à Giles. Et donc là ce qui est drôle, c'est que Snyder évoque les lycéens qui perdent la tête pour une jolie fille, et là c'est le bon vieux Giles, avec Mademoiselle Calendar, il illustre en fait ce que raconte Snyder au premier plan. Voilà, il se mange des œufs, il reste complètement des ados, c'est très drôle. Voilà. Et Snyder, il a un gros potentiel comique, moi j'adore, et ça n'arrête pas. Et je trouve qu'à partir de la saison 2, il est de plus en plus développé ce potentiel comique, et ça continue en saison 3, on en parlera plus tard, mais il parle tout seul. Il est un peu con ce Snyder, il est vraiment drôle. Il aime pas les jeunes. Regardez ce décor là, le hall du lycée. Ah là c'est. Ça vous dit rien parce que ça n'existait pas. C'est un décor qui est tout nouveau, qui a été construit pour la saison 2. En saison 1, pour rappel, ils avaient en décor de lycée, ils avaient juste les extérieurs, donc ils sont tournés à Torrance High. Il a trouvé le nom du podcast. Je l'avais déjà, j'avais bien joué, t'as cherché entre les deux podcasts, c'est bien. Mais j'ai confirmé que j'avais. Ah oui, pardon, oui. Et donc en intérieur, ils avaient qu'un bout de couloir devant la bibliothèque. Et donc maintenant, ils ont un hall avec les escaliers, tout ça, avec les poufs.
Enfin, c'est pas des pouces, c'est des banquettes, on a vu l'horloge. Voilà, c'est un tout nouveau décor, donc forcément, on l'utilise. Un décor qui sera très important dans la série. Il y a une tension un peu entre Giles et Buffy quand même. Hein. Salut, ouais, c'est un petit peu. Ouais, elle a pas de nouvelles de tout l'été. Attends, on se comporte pas comme ça avec ses amis. Mais bon, ça prouve que voilà, c'est pas la grande forme. Bah, c'est vrai et puis elle fait du sarcasme, tu vois, et là elle vient de vanner Willow parce qu'elle a parlé un peu fort. Voilà, on sent qu'il y a un truc qui cloche. Il y a un malaise. Il y a un malaise. C'est la ville préférée des Morbius. Alex a toujours des très bonnes répliques. Toujours le mot pour rire, hein, ce Sandler, pardon, excusez-moi, il faut lire l'anglaise. Il est pas du tout à l'aise, d'ailleurs. Voilà. Et ce décor-là, j'adore parce qu'on le revoit beaucoup après dans la série, même dans le dernier, je crois, ils se réunissent tous les quatre, c'est dans ce décor-là. Hein. Non. C'est dans la bibliothèque, ouais. Dans le dernier épisode, dans le tout dernier épisode de la série, ils se réunissent tous les quatre. Ouais, dans la saison 7. C'est pas le même lycée, ça va pas être le même décor. Si, c'est le même lycée. Bah non, il a été reconstruit. Ouais, mais il est construit pareil, le lycée. Mais non, mais tu... Ok, bon, on en parlera sur le podcast à la saison 7. Il est fou. Non, moi je pense que. Et voilà, alors, l'entraînement à la Rocky, là. Années 90 à fond. Oui, donc avec voilà, des jump cut un petit peu. Bon, voilà, alors c'est un peu kitschos, mais moi j'aime bien. Ça Ce qui compte, c'est ce que ça veut dire. Voilà, elle est à fond. Elle est à... C'est Jace qui est. L'entraînement quand même en costard qui s'écroule sur sa chaise, la cascade est quand même incroyable, c'est ça qui compte. Et là, à la Van Damme, elle donne tout ce qu'elle a. Et donc là, on comprend que Buffy, elle est remontée à bloc pour la saison 2, là. Elle est en pleine forme. Elle a de l'énergie à revendre. Elle est en pleine forme. Non, les vampires vont prendre très cher. Et du coup, un petit flash sur le maître, voilà. Donc, premier, au-delà des signes qu'on a vus jusqu'à maintenant, là, elle est vraiment. Ah ouais, là, ça fait vraiment du Van Damme. Elle a arraché le truc. Voilà, son maître essaie de la calmer. Et là, il nettoie ses lunettes, Giles, on n'oublie pas, il nettoie ses lunettes. Oh là là, et là, ça joue bien. Alors là, Sarah Michelle Gellar qui se prend les cheveux, elle en fait un peu trop, je trouve. Donc j'adore Sarah Michelle Gellar, mais se prendre les cheveux comme ça, c'est un peu exagéré. À éveiller votre intérêt sur une incohérence. Non, alors oui. L'acteur que nous voyons là, qui joue le vampire Absolom, là, qui fait un petit serment, se prénomme Brent Jennings. Et Brent Jennings, il a joué dans Witness. Dont on parlait tout à l'heure, ouais. Et donc c'est totalement incohérent, vu que dans l'univers de Buffy, ils ont vu le film qui s'appelle Witness, ils ont vu un personnage joué par Brent Jennings, donc forcément Brent Jennings ne peut pas être un vampire dans la série, on est d'accord. Moi je considère que c'est un clin d'œil, sans vouloir te contredire. C'est un clin d'œil, voilà, c'est ça qu'ils ont mis la référence à Witness. Alors ça c'est possible. Ah voilà. Bien que ce soit pas vérifié, mais ça reste une incohérence selon moi. C'est pas une incohérence. On a vu le meilleur méchant de l'histoire des séries télé. Je tiens à dire. Le petit. Ah, le Billy. Non, pas Billy, je sais pas son prénom. Attention, la séquence du hall du lycée, très important. Donc là, bon, on va spoiler, on spoil de 15 secondes, on est dans un rêve. Et là, c'est très important de noter. Oui, il y a des signes, exactement. Il y a des signes qui nous montrent tout de suite qu'on est dans un rêve. Vous allez voir, Alex va échanger sa barre de chocolatée contre une pomme. Ce qui est impossible. Jamais il mangera un fruit, lui. Si on est un fan hardcore, à ce moment-là, on comprend tout de suite que c'est un rêve parce que Alex ne peut pas manger une pomme. Tandis et Willow une barre chocolatée. Willow une barre chocolatée, ça n'a aucun sens. Donc là il y a de la tension sexuelle, hein, comme d'habitude. Willow qui est sur le point de raconter un rêve érotique qu'elle a fait mais elle le fait pas. Alex qui dit j'ai envie d'être ton pote de Bossum, friend of Bossum. Parce que Bossum en anglais c'est la poitrine mais c'est aussi le cœur. Traduit en français par on est amis intimes et j'aime ton intimité, dit-il. C'est très subtil. Une excellente traduction. Vraiment, bravo les mecs. Hein. Mais bon, c'est ça. Et Alex c'est le gros lourd. Et là, Giles qui frappe Buffy. Et ben là pour le coup, là t'es sur le cul quand même. Tu te dis putain qu'est-ce qui se passe. Mais là tu sais que c'est un rêve. Et tu sens, voilà, évidemment, mais sur le moment aucune réaction des autres. Voilà, d'accord. Et c'est la première fois qu'on a un rêve. Enfin, on a vu des séquences de rêve au tout début dans le premier épisode de la saison 1. Mais après c'est un truc qui avait été lâché. Et le rêve, je vous rappelle. Le mettre en dessous. Le rêve c'est quelque chose qui avait été fait dans le film Buffy. Dans Buffy normalement, je sais pas comment dire, dans les codes de Buffy imaginés par Joss Whedon, la tueuse est censée avoir des rêves prémonitoires. C'est quelque chose qu'il y a dans le film et qu'on n'a pas eu dans la saison 1. Bim Angel. Et là on voit saison 2. Je suis un peu en retard. Non, c'est pas grave. Et là, on voit saison 2 que Joss Whedon a l'intention d'utiliser cette notion de rêve et de rêve prémonitoire de la tueuse. Non, les rêves, c'est un outil dans toutes les séries, enfin pas dans toutes les séries, mais dans les bonnes séries, qui revient souvent.
et qui sert vraiment à orienter le personnage et c'est très important. Une série sans rêve, c'est une mauvaise série. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça, mais il y a des excellentes séries. Je pense aux Sopranos où les rêves sont excellents et orientent complètement Tony Soprano, le héros. Tony qui Tony Soprano. Je crois, non, c'est un podcast que je fais avec d'autres amis. Bon alors voilà, donc voilà, vampire romantique à la fenêtre. Vous voulez, Là, j'aime bien dans cette scène parce qu'il il parle des règles des vampires sur le fait qu'ils n'ont pas le droit d'entrer. Ouais, ils doivent être invités et en fait il est déjà dans la pièce, il demande à Buffy est-ce que je peux entrer et c'est vraiment il outrepasse la règle non il est déjà là mais c'est vraiment de la politesse, c'est quelqu'un de poli en fait. Voilà, c'est quelqu'un de poli, il la respecte. Comme il respecte Buffy et il joue... non mais c'est ce que je veux dire, c'est qu'il joue sur cette règle des vampires, il lui demande quand même s'il peut rentrer et c'est vraiment sympa. Quelle scène chargée d'émotions. Enfin, je trouve ça sympa. Non, mais oui, c'est classe. Non, mais c'est bien Spike, vu dans le scénario. À mon avis, aurait moins pris de on le verra. Spike est pas pareil. Hein. C'est ça qui est bien, justement. C'était une scène un peu comme dans Scream, non Oui, moi je pensais, ça me faisait penser à Scream au début, quand on sait pas encore que c'est le tueur, forcément Billy, ça m'a fait penser à ça. Mais non, mais je pense que le mec qui vient voir la meuf dans sa chambre, c'est un truc qui marche toujours, c'est pas forcément Scream. C'est du Nosferatu. Oui, voilà, c'est un truc, ça marche toujours. Ah, là j'aime bien ce plan, elle est dans le cadre de la fenêtre et dans le cadre, c'est comme si elle est allongée. Ah oui, une sorte de cercueil, c'est un cadre rectangulaire. Alors là, voilà. Tu vas loin sur celui-là. Non, mais non. La scène de voiture là, vous voyez que Buffy porte un petit haut charmant. Là je vois plus le haut. On voit pas le haut. Mais bon, elle a un haut et vous allez voir que dans la scène d'après, elle est pas du tout habillée pareil. Et donc moi j'ai une théorie là-dessus, c'est qu'en fait... C'est que c'est un faux raccord. Une grosse théorie. Voilà, c'est que cette scène de voiture dans laquelle elle est déprimée, à mon avis, ne devait pas à la base se trouver à cet endroit-là de l'épisode. Parce que donc là vous voyez, là on est dans le lycée et elle est totalement habillée différemment. Elle a un pantalon et un haut blanc qui n'a rien à voir. Et donc à mon avis dans le découpage et dans le tournage, ça ne devait pas se trouver là. Et on verra après, à mon avis, où est-ce que ce plan de voiture devait se trouver pour être raccord. Elle est pas du tout habillée pareil, effectivement. Bah non, c'est pour ça. Donc, à moins d'avoir une script aveugle, je pense que c'était pas prévu comme ça. Donc là, couloir du lycée, donc il y a une tension sexuelle. Référence sexuelle encore une fois. Vous avez fait des cochonneries tous les deux. Il t'a ploté, machin, tout ça. Bref. Ça n'arrête pas. Cordelia, le retour de Cordy, voilà. Cordy. Voilà. Alors Cordelia, donc, elle est très drôle, mais alors cette scène, elle est marrante parce qu'elle sert surtout à montrer quel va être le rôle de Cordelia dans cette nouvelle saison. Parce que, je sais pas si vous vous rappelez, mais en fin de première saison, Cordelia apprend la mission de tout ça, elle entre plus ou moins dans le gang. Et donc maintenant, elle doit faire partie du gang, mais en même temps sans vraiment en faire partie. Elle a un rôle un peu entre les deux. Elle va petit à petit en faire partie totalement. Mais là c'est intéressant parce que c'est une scène où elle est un peu sympa, elle vient vers eux, ce qui n'arrive pratiquement jamais. Normalement elle va vers eux pour les vanner. Et c'était un peu le cas au début. Mais elle continue à leur parler derrière. Alors vous avez fait des trucs. Et voilà, et au final c'est elle qui va se faire vanner. Donc, elle parle de leur été où ils ont chassé des zombies et tout, c'est vraiment marrant. Non, voilà, c'est une manière d'introduire Cordelia dans son nouveau rôle qui n'est plus la peste de service, qui est un peu la nana un peu. Et elle précise, votre secret est bien gardé, hein, c'est qu'elle n'est pas du tout, elle va pas du tout balancer. On peut lui faire confiance à Cordelia. Elle fait un peu partie du Scooby Gang finalement. Donc là, dès cette saison 2. VFVO, parce que dans la VF, Cordelia dit à la fin, j'ai pas tout compris, il faut passer pour une débile et tout. Alors qu'en vrai, en VO, elle dit what's up with her, mais qu'est-ce qu'elle a elle? En fait, Cordelia a compris. Elle a déjà tout compris. Bien sûr, Cordelia a compris qu'il y avait un truc bizarre, mais bon, la VF a décidé de nous faire passer Cordelia pour une débile. Et de nous prendre pour des idiots par la même occasion. Et voilà, et de nous faire passer à côté d'une info. Bref. Au bronze, nous sommes au bronze, on découvrons un groupe. Oui, Cibomato. C'est le groupe de la semaine dans Buffy. C'était un peu connu quand même à l'époque, c'était un sacré coup d'avoir fait venir Cibomato dans le film. Ah ouais. Alors là, moi je connaissais pas du tout non plus. Il est plus connu que les Velvet Chain. Frank Monkey et Velvet Chain. Par exemple. Non, d'ailleurs, il y a le bassiste, c'est Sean Lennon. Ah, le fils de Monsieur John. De John Lennon, grand John. Quand même.
Big up, hein. Qui est venu jouer dans Buffy, donc. On doit lui mettre gros bisous. Qui a joué dans Buffy. On a noté vite fait que Willow retentait le coup de la glace, non? Le coup de la glace pour faire du sexe, hein, comme quoi tout le monde veut faire du sexe ce soir, enfin dans cet épisode. Pas dans le podcast, oui. Mais dans l'épisode, effectivement. Elle tente de remettre de la glace sur son nez. Donc là, les vampires déterrent les os du maître, hein, c'est ça? Voilà. Pour le reconstituer. On une scène sympa. Tout à fait. Moi j'ai vu une référence à Malédiction, mais je suis peut-être allé un peu loin. Le film de la Malédiction Omen, hein, en VO, pardon. Avec le gosse. Voilà. Damien, il s'appelle Damien, ouais. Il ressemble un peu. Damien, comme dans. Je viens de comprendre une référence dans South Park. Il y a un petit. Ah ouais? Bah, c'est possible. Il y a un Damien dans South Park, c'est le fils de Satan. Ah bah oui, c'est sûrement ça. Il va pas de l'avant ce méchant, hein, il veut revenir dans le passé. Hein. Il cherche le maître, et c'est pas bon ça. Ça lui perdra. Nous revoilà au bronze. Et là, plan sur Ciboato, gros plan. Ils ont le droit à leur scène. La musique est quand même choisie, à mon avis, pas par hasard. Nous on adore. Elle est ultra érotique cette musique. Bah si, ça va. Bah si, attends, écoute le rythme. C'est complètement. C'est un morceau génial. À noter que c'est un morceau dont le clip a été réalisé par Michel Gondry. Voilà. C'est un clip à voir. Regardez ce clip d'ailleurs, oui, à l'occasion. Très sympa, c'est du Gondry, c'est fait avec 3 bouts de ficelle et c'est magique. Il est très bien, ouais. Il participe au thème de l'épisode, je pense. Voilà. Sur le sexe. Cette musique, pardon. La musique participe à ce dont on parle, quoi. Voilà, Angel comprend pas trop pourquoi, il a compris que Buffy était différente, il croit que c'est de sa faute. Il se refait bâcher le il est un peu égocentrique ce personnage, hein, il croit que c'est de sa faute. Mais arrête, tu veux me gagner une vendetta contre Angel. J'adore Angel, c'est pas ça le problème. Mais moi pareil, je l'aime bien, mais des fois il m'énerve. Bah, là dans son rôle de petit mec qui se fait plaindre. Oh, qu'est-ce que j'ai fait, là il prend un peu pour lui, alors qu'il sait très bien qu'il y a le maître et tout. C'est facile parce qu'il y a Buffy qui est en mode. Il se comporte un peu lui aussi comme un ado amoureux. Non, il se comporte comme un ado un peu de son âge, alors c'est un vampire quoi. Et ça c'est un truc qui va être développé par la suite dans d'autres épisodes de la saison 2. Ah oui. Où justement, ça c'est très drôle. Où Angel, le vieux vampire de 240 ans, résonne et a des réactions d'ado, c'est super intéressant et ça arrive. Sean Lennon. Il ressent un peu, hein, vite fait, il a les lunettes. Oh là, la scène culte de Buffy. Scène culte de Buffy où elle danse avec Alex. Chauffe Alex. C'est une scène géniale. Il m'a l'air bien désemparé ce pauvre Alex. Très beau travelling. Moi je saurais quoi faire. Alex il est au contraire. Lui, apparemment il sait pas quoi faire. Lui il est un petit peu. Oula, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est sa pote, Buffy, il la fantasme, mais bon, au fond, tu vois. C'est un amour impossible. Buffy lui offre son corps et il est perdu, il sait pas quoi faire. Tout à fait. Ça prouve que bon. Au fond du fond, Buffy c'est ça. Ça me fait penser à la scène où elle danse avec Face dans la saison 3 où elle se lâche un peu comme ça. On s'en souvient déjà un peu plus, mais enfin pour moi, mais Si, c'est la scène avec Face. Est-ce que l'idée est pas de rendre jaloux le plan sur Angel, le plan me donne raison. Et plan sur Willow. Est-ce que l'idée est pas de rendre jaloux un petit peu les gens? Alors je dois intervenir parce que bientôt va arriver qui est selon moi le meilleur plan de l'histoire de Buffy. De l'histoire de Buffy. Tu es un peu fort. L'histoire de Buffy. Startman, tu es sûr de Ah oui, tu es sûr, parce que dans Lost il y a un plan vraiment sympa. Bon. Je répète, c'est selon moi, hein, bref. Donc il y a un plan à la fin, vous allez voir quand Buffy, je prends un peu d'avance parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur ce plan. Vas-y. Le plan où Buffy va sortir du bronze, vous allez voir, c'est un travelling arrière assez rapide, mais dans lequel on a Willow, Xander, Cordelia et Angel qui sont réduits à l'état de simples figurants. Vous allez voir, ils sont posés à plusieurs points du chemin que va parcourir Buffy. Et à ce moment-là de l'histoire, elle les fait sortir de son histoire. Ils la suivent du regard, et ils suivent du regard leur amie, ils ne la reconnaissent plus. Et le fait d'être des simples spectateurs montre qu'ils ne peuvent pas pour l'instant aider Buffy. Ils ne peuvent que constater que Buffy, et après, attention, voilà, c'est maintenant. Ils sont là, ses amis, ils sont tous dans une lumière, ils ont tous chacun une lumière pour les éclairer. Voilà, on a vu Cordelia, là il y a Angel. Alors que Buffy, elle est sûre d'elle-même, elle avance, elle est entreprenante, tout ça, mais elle est dans l'ombre. Voilà.
C'était mon analyse. Non, mais ça se tient. Non, mais ça se tient complètement. C'est pas si c'est une branlette que scène ça. très importante de C'est pas Buffy si quand même. branlette que ça, je suis sûr que c'est Ouais. évidemment justifié tout ça. Mais là, c'est Cordelia qui fait la remarque sur la Beach of the Year. Voilà, donc ça c'est génial. Ah, c'est un que ce soit dialogue, Cordelia qui le fasse, c'est marrant. C'est quand même pas Un mal. dialogue qui est magique. Donc pour rappel, tout au long des 3 saisons de sa présence dans la série, Cordelia, elle représente la vie qu'aurait aimé avoir Buffy si elle n'avait pas eu sa mission. Je sais pas si vous vous rappelez, mais Buffy, avant d'avoir sa mission, c'est Cordelia, on est d'accord. Et par moment, Buffy va un peu envier Cordelia. Parce que Cordelia, elle a que à s'occuper de ses robes, de ses petits copains, tout ça. Ah, elle est populaire, Voilà. elle a une Et là- vie Et là, rangée. paradoxalement, en se comportant comme une pouffe, Buffy, eh ben, elle se comporte un peu normalement. Elle gagne un peu en normalité en se comportant comme ça. Parce que, alors attention, j'ai une théorie. Oula, attention. C'est que selon moi, c'est pas idiot d'imaginer qu'une nana de 16 ans, ultra mignonne comme Sarah Michelle Gellar, et très maligne comme elle le fait à chaque fois, pourrait utiliser ses charmes pour manipuler les garçons et pourrait se comporter comme une pouffe. Mais Tout à fait. le fait d'avoir cette mission, d'avoir ce don d'élu, de super-héros, l'empêche de se comporter comme une ado normale. Et là, et si on pousse donc ce raisonnement plus loin, on peut dire aussi que donc non seulement la Buffy ado a besoin de la Buffy super-héros pour être une ado pas trop folle, et la Buffy super-héros a besoin de la Buffy ado pour l'aider. Ça, on le voit régulièrement par ses amis, par tout ça. Donc voilà, c'est deux identités qui ne peuvent cohabiter, mais qui ont besoin l'une de l'autre, selon moi. Et là, on le voit quand la Buffy ado prend le pas sur la Buffy responsabilité, engagement, sacrifice. Ben voilà, ça donne une Buffy. Ce qui est marrant, c'est que Sarah Michelle Gellar a passé le casting pour Cordelia aussi. Oui, alors, voilà, il y a eu cette histoire. Alors, elle aurait fait une très bonne Cordelia Ouais, aussi. c'est ouais. En fait, elle a pas non seulement fait le casting, elle avait été prise. Ah oui, d'accord. Elle était prise pour faire Cordelia. Mais sachant que le rôle de Buffy n'était pas attribué, elle est revenue pour prendre le rôle. Elle voulait absolument le rôle de Buffy, mais elle était prise pour faire Cordelia. Bref. Tu as eu raison. Une scène excellente là, dans le hall encore une fois. Voilà, très important. Donc là, c'est le fameux brainstorming. C'est une scène qu'on a à chaque fois dans les épisodes de Buffy, où donc il y a un problème, on se réunit avec Giles, on essaye de savoir quel est le problème, quel est le monstre à combattre et comment le combattre. Mais là, ce qui est intéressant, Le problème, voilà, c'est pas un monstre. Le problème est humain. C'est pas un monstre, donc on va pas chercher la solution dans des vieux grimoires ou dans des trucs de sorcellerie. C'est on se réunit dans le lieu, dans le lieu humain. Il y a du passage, il y a des gens qui passent, ils sont pas du tout fermés en plus, parce qu'ils se réunissent en secret, plus ou moins. C'est ouvert, et c'est le lycée représente la face humaine de Buffy. Et donc c'est son ancrage dans la réalité. Car pour résoudre le problème que Buffy a pour l'instant, on n'a pas besoin de prophétie ou de formule magique. C'est de relations humaines qu'elle a besoin, l'antidote ce sont ses amis. Et donc c'est pour ça que ses amis se réunissent entre eux dans ce lieu qui n'a rien à voir pour le coup avec les sciences occultes. C'est très drôle en plus. Alex et Giles sont très très drôles encore. Et donc là voilà ce que je vous disais, il y a beaucoup de choses à dire sur ça va vite, ça va vite. Les fringues, vous voyez là, donc Buffy est habillée comme elle est habillée dans la voiture. Donc selon moi, ils ont tourné ça. La scène de la voiture aura dû se trouver juste avant cette scène de Brassens. C'est du montage, ils ont changé au montage tu penses, plutôt que moi j'imagine. Une erreur de script, ouais. Non, c'est pas possible, la script. Donc c'est au montage, ils ont inversé les séquences. Au montage, ils se sont dit, cette scène de déprime voiture, ça serait bien après Angel. Ouais, tout à fait. Plutôt qu'après le cimetière. Ouais, Snyder qui débarque et qui va. Allez, il faut rentrer en cours. Voilà. Allez. Mais il fait même la remarque à Giles. Voilà. Et là, il va repartir sur son histoire qui déteste les enfants, alors qu'il est principal du lycée. Il teste les ados, les jeunes en général. C'est un peu, voilà, il reprend la vanne, la première blague qu'il a faite au début de l'épisode. Faut bien comprendre à qui on a affaire. Voilà. C'est un petit connard. Il essuyait ses lunettes encore, Giles, hein. Je sais pas si c'est marqué. Oui, il arrête ça maintenant. C'est quelque chose qu'il fait assez régulièrement. Voilà, il fait ça donc. 3 fois par épisode. Minimum 3 fois. Non mais. Snyder, on l'aime bien. Moi j'attends l'épisode. Ouais, moi aussi j'aime bien Snyder. On l'aime bien. Voilà, on l'aime bien. Le prochain podcast, on risque de beaucoup parler de Snyder. Teaser. En teaser.
Et voilà, donc là on passe à la bibliothèque. Cette fois c'est un vrai problème typique Buffy. Buffy a expliqué que le squelette du maître avait disparu. Donc là on a un problème vampirique. Donc là, re-brainstorming, on recherche le problème, on cherche comment le résoudre, mais là on le fait dans la bibliothèque forcément. Avec des bouquins. C'est un problème vampirique, donc on en parle dans la bibliothèque, forcément. Buffy toujours aussi insupportable. Hein. Oui, elle pêche un peu par orgueil, moi je trouve, dans cet épisode. Hop, et là, voilà, la pierre qui arrive par la fenêtre. Qu'elle rattrape, bien sûr. Voilà. Avec cette super vanne, en VF, là c'est pas vraiment un problème de VF, mais la vanne d'Alex est cool parce qu'il dit quand Buffy lit le message qu'il y a des vampires, il dit They're gonna cook her a dinner. Enfin, il croit que les vampires vont faire à manger à Cordelia. Puis après, il dit I'll pretend. Je dirais que j'ai jamais dit ça. Moi. Mais en VF, c'est traduit. En VF, c'est pareil. C'est pas exactement pareil, mais t'as la même idée. Bon, ça va. Je sais plus ce qu'il dit en VF. Mais bon, moi j'aime beaucoup. Il dit c'est de mauvais goût. Voilà. Mais bon, si tu cherches goût, machin. Oui, non, mais oui, il y a un lien, mais bon. Ouais, les persos ils connaissent les codes des séries télé d'avance. Hein. Ils ont la pop culture et ils savent que c'est un piège. Oui, Willow précise, c'est un piège. Oh, ouais. On a vu 150 fois des épisodes de séries comme ça, c'est obligatoirement un piège. C'est comme ce qu'on disait la dernière fois, c'est que le spectateur et le personnage sont mis au même niveau. Et on ne prend pas le spectateur ou le personnage pour un imbécile, ils ont tous le même bagage culturel et ils savent que forcément quand on t'envoie quelque chose, c'est forcément un piège. Mais là, Buffy, vu que elle y va quand même. Elle n'a pas encore réglé son problème post-traumatique, elle y va quand même. On rencontre avec Angel dans la rue. Angel qui donne tout au niveau jeu d'acteur dans cette séquence. Hein. Faites attention à son jeu, à son jeu. Je sens un peu d'ironie dans tes Non, pas du tout. Qui garde la même expression de visage du début à la fin de cette scène, alors qu'on lui apprend des trucs, il se fait attaquer verbalement par Buffy. Il se fait chauffer et il a pas envie de. Il se retient un maximum. Voilà, tu aurais dû te poser la question, elle lui en veut énormément, alors bon, il a pas fait grand chose. Ah, oulala, oui. Tout en retenue, c'est un jeu tout en retenue. C'est ça, il est tout en retenue. Kick my ass, ça lui dit. Bon, alors. Là, c'est un peu sexuel, c'est encore une référence sexuelle. Une allusion. Ouais. Oui, Kick my ass. Qui est évidente d'ailleurs, là pour le coup, voilà. Traduite par Fais-moi plaisir en VF. Il a pas changé d'expression de visage depuis le début de la scène. Mais il change jamais d'expression, enfin je suis désolé. Dans sa série, alors je veux pas défendre sa série, mais mais il est meilleur dans Angel la série que dans Buffy la série. Parce qu'il a plus de choses à dire. Voilà, exactement. Voilà, mais bien sûr, il prenait ses marques. Là, il y a 2-3 trucs. Le billard rouge, j'adore le billard rouge de Buffy. Voilà. Ouais, j'ai. Le billard rouge de Buffy. Ouais, le billard est rouge dans Buffy, j'aime bien. Bien sûr, ouais. Là, elle fonce droit dans le piège. Bah oui. Tête baissée dans le piège. Voilà. Alors là, moi, je vois une référence à Evil Dead, pour ceux qui connaissent. La vampire accroupie. Là, voilà. Rouge. Exactement. Tu peux penser à Drusilla, moi. Maquillage, à l'avance. L'attaque dans ce plan-là. Drusilla n'est pas encore là. C'est une vampire femme, c'est le maquillage qui fait ça. Ouais, justement, ce maquillage de poupée un petit peu me fait penser à Evil Dead. Pardon, je tiens à le préciser parce que j'adore ce film. Du grand Sam Raimi. Ah oui, peut-être que tu vois des références à Evil Dead partout. Ça m'arrive. On a vu dans Plus belle la vie, il me semble, récemment. Non, mais je me suis un peu calmé là-dessus. Moi, je vois des références à Buffy partout. Hein. Non, mais moi, oui, il fut un temps, je voyais. Alors pour le coup, Sucker Punch, bon, on va pas en parler, mais. Non, oui, surtout que j'étais entendu un truc, ça vous dérange pas que je suis en train de parler, non? Non, vas-y, Clément. Non, mais voilà, mais on est passé, le moment est passé, voilà, c'était. Non, mais voilà, que c'était une référence Evil Dead, je pense, parce que c'était une poupée démoniaque. Comme dans Evil Dead, la copine de Ash et clairement comme ça, voilà. Alors là, un truc intéressant, c'est donc là, tout le monde l'a compris, donc c'était un piège. C'était juste pour éloigner Buffy de la bibliothèque. Et alors, ce qui est marrant à voir, c'est que Angel, qui est là, qui est présent, qui assiste au truc, doit prendre des notes. Parce qu'une fois en fin de saison, quand Angel va devenir méchant, rappelez-vous pour ceux qui ont vu, spoilez-vous. Bah c'est un spoil, tu te spoil Sartman là. Non mais là j'en ai besoin pour faire mon analyse. Oui. En fait, ça fait partie des choses que Angel va reprendre pour pourrir la vie de Buffy. Il va reprendre plein de choses qu'ils ont vécues ensemble, plein de choses de sa vie d'Angel. Pour faire le mal en tant qu'Angelus. Et là c'est quelque chose qui se prend parce que dans c'est Becoming
comment s'appelle l'épisode? Ouais, c'est Becoming Part 1. Le piège pour faire sortir Buffy de la bibliothèque et tuer et aller chercher Giles et tuer par la même occasion Jenny Calendar. Ah non, c'est Kendra. C'est le même. On envoie un message à la tueuse, on lui dit de sortir tout ça. C'est intéressant de voir que le piège que Angel constate, il l'utilisera en fin de saison à ses propres fins. C'est là que je voulais lancer un petit sondage. Le sondage de ce numéro, c'est sur le meilleur season première de la série. C'est-à-dire qu'on aura tout le temps entre les deux podcasts pour voter. Alors, il faudra voter sur le site pour votre meilleure season première. Alors, vous avez le choix entre Welcome to Hellmouth, le premier épisode de la série, When She Was Bad, celui qu'on regarde en ce moment, Anne, le premier épisode de la saison 3 où Buffy vit cachée à Los Angeles, hein, un épisode pas mal, ouais. The Freshman, découverte de la fac et du nouvel environnement de Buffy quand elle arrive à l'université. Saison 5, Buffy contre Dracula, un épisode très attendu, réclamé par les fans. Joss, il a dû dire ok, genre je fais un épisode sur Dracula parce que vous me faites chier les fans. Saison 6, Bargaining, Buffy est morte, je spoil, désolé. Et le Scooby Gang essaye de faire ce qu'il peut. Ils ont même un robot, ils ont un robot Buffy, ouais, spécial. Et Buffy revit. Et dans la saison 7, j'aime bien, c'est Listen, il s'appelle. Et ben voilà, qui est retour au lycée. Oui, retour au et alors moi personnellement je voterai pour cet épisode, le premier de la saison 7. Alors si on accepte When She Was Bad qui est le meilleur épisode de tous les temps. Voilà, t'es tourné, oui. Non mais ça, les scènes est pas mal parce que c'est un retour aux sources, c'est vraiment un très bon épisode. Tu voterais pour lequel épisode Clément? Dans Buffy vs Dracula on découvre de Dawn. Ah oui, c'est vrai qu'on découvre la sœur de Dawn. La sœur de Dawn. J'arrête le sondage immédiatement parce qu'il y a un plan incroyable où les amis de Buffy sont suspendus comme des cochons au-dessus du truc. Dans un abattoir. Voilà, ça fait très peur. Là, c'est pas du tout rigolo par contre. C'est vrai. Ça va avec tout le folklore de. On a vu le vampire là, Absalom. C'est un vampire un peu mystique, donc là il met en place une espèce de rituel satanique, sacrificiel. Donc ça va avec les gens étendus qu'on va un peu égorger. C'est une offrande qu'on fait. Ouais, non, mais souvent dans Buffy, c'est première épisode. On égorge les animaux dans diverses religions. C'est une scène de rituel satanique, messe noire, et dans Buffy il y en a tout le temps. Et c'est vrai que premier épisode de la saison, il faut le mettre. C'est un peu choquant de voir tous ces personnages étendus là. Ouais, non, c'est tous ces amis là, là on rigole moins quand même. On peut être inquiet, on se dit merde. Si ça se trouve, il va se passer un truc quand même super grave pour eux. Non mais c'est vrai qu'ils sont pas dans une position très avantageuse. Tandis que voilà, mon méchant préféré. Ah le plan national, plan du générique, parce que ce plan est génial. Débarque et bien sûr. Bizarrement, non mais là elle est très énervée Buffy, elle a dit I will kill them all quand même, donc il va tous les tuer. Où doucement il y a un silence et elle se retrouve au milieu de tous les vampires à la place du vampire qu'elle vient de mettre en cendre. Et je trouve très drôle ce plan d'après. Effectivement, non, il est bien. Le méchant, le juge des justes se fait évacuer. Voilà. Hop, les amis, là, c'est parti. Un gros baston, c'est la fameuse baston de finale de tous les épisodes. Alors je rappelle que dans tous les épisodes, il y a une petite baston. Ouais. Donc Giles c'est dans les vapes, comme d'habitude. Bon. On l'a pas précisé, mais effectivement, il est encore une fois dans les vapes. Il est régulièrement endormi. Voilà, il est en Elle a cligné des yeux. Elle a cligné des yeux. Vous avez pas vu? Ah, qui ça? Willow suspendu? Cordelia Willow, je sais pas, j'ai pas elle a pas levé l'âge. Oh là, bim! Et voilà, elle utilise... cascade, bim! Voilà, et là, elle utilise un truc qu'elle a fait à l'entraînement au début. Ça, c'est marrant parce que dans Buffy, ils le font souvent. Ça, en fait, à l'entraînement, ils l'utilisent après dans la scène de combat final. Hop, tout le monde est sauvé. Donc tout ça, tout cette baston et tout ce qui va, et surtout ce qui va arriver après quand Buffy détruit les os du maître. Ça va lui servir de résilience en fait, ça va lui permettre d'évacuer ce traumatisme qu'elle avait pour enfin arrêter d'être une sale connasse, on peut le dire. Ça fait partie de sa thérapie. Parce que donc, alors, on en a parlé vite fait, donc le fait d'avoir eu ce choc, ce traumatisme avec le maître. Cette réplique de Alex est excellente. Ça l'a fait. Elle travaille à ses problèmes, pardon. Oui, voilà, elle est en train de régler ses problèmes. En se battant. Le fait d'avoir ce problème, ça l'a réduit à l'état de simple être humain, en fait. Et donc, ce problème humain, elle va le résoudre humainement. Donc là, elle résout le problème vampirique.
mais en même temps ça résout son problème humain parce que ça permet de passer outre le traumatisme. C'était assez dynamique comme montage, pardon, je reviens. Non, la scène est plutôt réussie, cette scène de combat là. Vous avez rien à foutre de ce Non, pardon, mais c'est pour ça, pardon. Ça veut dire quoi, résilience? C'est un terme psychologique qui existe vraiment. Ah oui, d'accord. Inventé par alors je sais plus son nom, mais un psychologue assez connu. Freud? Jung. Jung. Je sais plus comment ça s'appelle. Ok. Oh là, il va prendre feu le méchant là. Ouais, easy. C'est le fait de passer outre un traumatisme et de l'accepter, d'accepter un traumatisme pour vivre sa vie. Ouais, non mais oui, bien sûr. Bon, ça marche bien dans cet épisode. C'est ce que fait Buffy. Jusqu'à présent, elle n'acceptait pas son traumatisme. Ça y est. Ça se répète. Et là, passe de la tueuse, c'est ça. Et ça arrive là, tout de suite, mais elle est passée de son rôle de tueuse. D'un coup, et là, on sent qu'elle. Hop, elle prend conscience de tout ce qui vient de se passer, toute la première saison, là, on a de son rôle. Là, on passe chez Buffy Summers. On n'est plus dans Buffy la tueuse l'élu. Là, on arrive chez Buffy Summers. Et le fait d'éclater les os, ça, c'est. Elle résout son problème humain. Elle a raison, le problème vampirique. C'est important pour elle à ce moment-là. Non, c'est que elle a fait le. Voilà, elle oublie son passé. Bim, et là, le maître n'existera vraiment plus, quoi, même dans ses pires cauchemars. Moi je me suis demandé le nombre de squelettes, de faux squelettes qu'il a fallu pour cette scène, mais on s'en fout, c'est pas le. Mais non, regarde bien, c'est filmé sur plusieurs angles. Il y a des faux raccords sur le squelette. Là normalement elle a décommé, on est d'accord. Bah regarde, tac, là il revient, tu vois, je pense qu'il y a Angel, il fait beau gosse, il arrive. On s'en fout de ces techniques. Je pense de calme. Non, c'est important parce que là, voilà, elle va se mettre à pleurer, elle est vraiment plus du tout dans son rôle de tueuse. Ah bah oui, là, totalement l'adolescente, là, on n'est plus du tout là. Hop, elle pleure dans les bras de son amoureux. Oui, c'est pas encore son amoureux, mais presque. Alors on note là, voilà, le coup d'œil furtif de Willow sur Alex. Alex qui ne peut détacher ses yeux de Buffy qui pleure dans les bras d'Angel. Ça met fin totalement, selon moi, ce petit plan, à l'érotisation qu'il y avait de la relation Xander-Willow. Parce qu'au tout début de l'épisode, on a pu penser il va peut-être se passer quelque chose. Non mais là, voilà. Là avec ce plan, enfin avec ce coup d'œil furtif de Willow sur Alex et Alex qui fixe Buffy, en une seconde on a compris que c'est mort. Ouais. Alex il a eu un doute pendant 2 mois quand il a pas vu sa bien-aimée, mais là voilà, on voit qu'il est à fond sur Buffy et que Willow fera jamais la fin. Mais il a raison. Bah il se rabattra sur quelqu'un d'autre. Voilà, plus tard. Surtout que donc là, c'est le dialogue qui reprend un peu l'idée de la première scène dans le lycée au début de l'épisode où il y a plusieurs conversations qui se suivent dans le même décor. En fait, les conversations s'enchaînent naturellement. Et on voit, et au second plan d'une première scène, on découvre le personnage qui arrive. Au premier plan de la scène d'après. Voilà, exactement. C'est bien fait quoi. C'est une excellente mise en scène. C'est une bonne série. Et c'est là où il y a la morale, la fameuse morale. La fameuse. Mais là c'est bien. Non, mais là c'est bien. C'est bien souvent. Mais quand le héros apprend de ses erreurs et moved on, you know. You have to move on. Yes. Non mais là, clairement, c'est le thème de la série, un des thèmes de la série, c'est que la tueuse aussi autant de pouvoir qu'elle peut avoir. Elle n'est jamais rien. Il y a Spike au premier rang, le sosie officiel de Spike au premier rang. Non, il ressemble pas du tout. Il ressemble complètement. C'est pas celui-là que je pensais. Il est blond. Moi je pense à celui-là. Les mecs, il est blond. Ah bah on le revoit là, le sosie de Spike avec le petit travelling là. Alors là, mais c'est Dawson, c'est tous les sosies. C'est un mélange de Dawson et de Spike. Voilà. Attends, non, concentrons-nous sur quand même cette scène, la teneur de cette scène qui nous dit que. Allez, reviens vers nous. Ses amis lui pardonnent. Sa vraie force à Buffy, ce sont ses amis. Voilà, mais c'est pour ça qu'il c'est faut. C'est grâce à ses amis. L'antidote que tu disais tout à l'heure, Sartman, l'antidote, c'est ses amis. Et voilà, ses super pouvoirs à la tueuse, c'est pas sa force, c'est pas son savoir, c'est pas ses rêves prémonitoires, c'est ses amis. C'est beau. C'est ce qui change tout. Et voilà, c'est pour ça qu'elle. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on je lis la saison 9 en ce moment. Et il y a des tueuses qui n'avaient pas d'amis et qui du coup meurent. Je l'ai pas lu encore. Merde. Et voilà, il y a la différence de Buffy par rapport à d'autres tueuses dans la mythologie des tueuses, c'est qu'elle est entourée et ça change tout. Mais ça c'est bien. Ça change tout. C'est répété plusieurs fois, même dans ce couloir. Oui, tout à fait. Ouais, c'est quelque chose ça. Spike le dit. Non, ça c'est quelque chose de vrai. Bon, le sosie de Spike. Là, c'est la scène géniale où il y a une musique et on n'entend plus ce qu'ils disent. Mais c'est génial. Mais là, t'as envie d'être. C'est américain. Là, c'est Dawson. Là, on est. Hop, et voilà, tout va bien. Bon, j'adore Dawson. Je rappelle que c'est mon épisode préféré, donc on ne dit rien. On n'a pas le droit de dire que c'est un peu quelque chose.
Hop, on sait pas ce qu'ils disent, mais il y a de la musique Et ils sont sympa. contents, Et il voilà. y a le prof qui parle, ils en ont rien à foutre, c'est la vie, c'est le lycée, ouais. Ah ouais, là, la fin, j'aime bien cette fin. Moi. J'aime bien cette dernière scène. Il est tout petit là, regardez le juste des justes. C'est le soi-disant le big bad de la saison et il est tout petit dans le plan et elle me fait chier cette fille. Il est nul, moi Je déteste cette girl, Je supporte pas cette fille et ça prouve que ce mec là, ce méchant là va pas rester très longtemps et donc dans School Hard, dans 2 épisodes, il va se faire remplacer en tant que big bad par Spike et Drusilla bien sûr. Qui sont des vrais méchants. Voilà. Ça n'a pas duré rien que pour la cohérence, enfin, on l'a bien vu là. Oui, ce que tu racontais sur les enfants, Il a énormément changé, c'est un enfant, il grandit forcément, il a énormément changé par rapport au premier épisode, on l'a vu, et c'est pas crédible vu que c'est un vampire, il peut pas... Mais beaucoup c'est dommage, le méchant, le big méchant L'épisode est terminé. qui est un enfant, je trouve que c'est sympa comme idée au départ. Bah ça va durer 3 épisodes. Bah voilà. Et là on voit dès le premier qu'il est pas du tout à la hauteur de Buffy en tout cas. Bon ça a passé vite. Ah cet mais c'est épisode. passé très vite. Hein. Il y a une preuve qui est quand même incroyable. Non, il passe Non, tout il est seul, bien, il passe bien tout sûr. seul cet épisode. On choisit les bons épisodes aussi, il faut dire. Alors, Est-ce qu'on ferait pas une petite conclusion du coup? Bah attends, il y a plein de choses à dire. Alors, moi, Il y a encore plein de choses à dire, ouais. Moi, ce que j'ai à dire. Voilà. J'annonce. Écoute, je vais dire de la merde. On y va. Non mais voilà, c'est un épisode qui peut paraître mineur dans l'histoire de la série. Hein. C'est pas un épisode qui ressort quand tu demandes aux gens qu'est-ce qui vous a marqué de ça. Mais quand même, c'est un épisode d'importance parce qu'il met en place des choses qu'on va retrouver tout au long de la série. Par exemple, il y a plusieurs débuts de saison où on doit avoir une Buffy post-traumatique, donc début de saison 3 par exemple, début de saison 6, et plein d'autres moments dans la série où on aura des héros avec un contre-coup à gérer, et là je parle de contre-coup humain, des chocs psychologiques forts auxquels ils devront faire face, en plus de leurs problèmes surnaturels. Hein, donc là c'est typiquement le thème de la série. Et il y a aussi le coup des rêves. Ouais, ça va revenir ça. Comme je vous ai dit, qui n'avait pas trop été utilisé dans la saison 1 et qui va être beaucoup utilisé dans la saison 2. Puis après, jusqu'à. Il y a un épisode que rêve d'ailleurs. Voilà, qui trouvera Saison 4. son apothéose en fin de saison 4 Le meilleur. avec Restless, qui est un épisode qui se passe totalement dans les rêves des personnages. Alors, et pour conclure cette histoire de traumatisme, je voulais vous citer une interview de Joss Whedon du New York Times du 16 mai 2003 pour vous expliquer à quel point il donne de l'importance au traumatisme dans son traitement du personnage Joss Whedon. Il dit, alors en anglais, hein, j'ai traduit, enfin Google Translate a traduit. Je pense que chaque être humain doit se racheter et doit au moins se regarder et dire j'ai fait des erreurs et je dois changer. Ce qui est probablement la chose la plus dure à faire pour un être humain. Et c'est peut-être pourquoi ça m'intéresse autant. Voilà, il a tout dit. Lui, son but, c'est pas de nous raconter des aventures incroyables, des trucs machin. Lui, il a mis en place un univers dans la saison 1, et une fois cette saison 1 terminée, il va faire lutter ces personnages contre l'univers mis en place. Son but va être de torturer ces personnages le plus possible. Enfin, si vous regardez toute la série, vous vous rendez bien compte que les personnages, on leur refuse à chaque fois le bonheur. Je trouve qu'ils sont heureux, ça part en sucette. Voilà, à chaque moment qu'ils sont à 2 doigts de toucher le bonheur, qu'ils vont se marier, ils ont trouvé leur copain génial. À tel point que c'est la malédiction d'Angel en plus. Ils vont. C'est vrai. Oui, À voilà. partir du moment où Angel trouve le bonheur, spoil, il passe spoil. du. Bon, je Le spoil, bonheur, tant pis. Ah non, on dit des grandes lignes, là, on parle. Bref. Alors, donc Sartman a changé d'avis sur les spoilers en 45 minutes. Non, mais quand on rentre pas dans les détails, là on énumère des D'accord, non grandes mais théories, oui, vas-y, donc continue, effectivement. On dit pas tel épisode, tout ça, machin. Voilà, d'accord. Enfin voilà, on refuse le bonheur à tous les personnages. Et ce qui intéresse Joss Whedon, c'est de confronter donc ces personnages à des épreuves et surtout d'en analyser les conséquences. Et ça peut se comprendre parce que des gens heureux, ça n'a pas trop d'intérêt. Enfin, ça n'a pas d'intérêt dans le. Dans Buffy, ouais. Mais c'est tout un thème, Dans un des thèmes. l'univers de Buffy et dans l'univers de Joss Whedon. Perso souffre vraiment dans Buffy. Voilà, ce qui l'intéresse, c'est les réactions des personnages aux événements. C'est pas les événements en eux-mêmes. Il fait pas du Michael Bay, il fait pas de l'action, il fait de la psychologie. Ah ouais, d'accord, il est intellectuel hein, ce Joss. Il devrait faire des trucs. Et alors il y a un des thèmes, je sais pas si on en parlait assez, mais donc le sexe c'est vraiment un des thèmes de cet épisode et c'est aussi un des thèmes de cette saison 2. Ça va être primordial dans la saison. C'est le thème principal, c'est le sexe. Comment on pourrait dire ça? Il va se passer un truc milieu de saison 2 Ouais. en corrélation avec le sexe. Voilà, et à partir du moment où il y a du sexe, c'est dangereux.
Dans Buffy, hein, pas en vrai, mais. Enfin, ça dépend, mais. Non, mais là, c'est important dans cette saison, en tout cas. Enfin, dans l'histoire du cinéma américain, on a toujours mis en relation le personnage qui fait du sexe et en danger, tout ça. Et mais là. C'est un truc de film d'horreur, ça. C'est un truc de film d'horreur. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ça. Comment dire ? C'est que c'est direct, quoi. C'est. Enfin, je sais pas comment expliquer. Bah là, c'est dans le fameux épisode milieu de saison 2 où là c'est dit clairement. Ça va être explicite. Mais voilà. dès ce premier épisode de la saison, le sexe provoque le mal. Il y a pas d'histoire de métaphore ou quoi que ce soit, c'est le sexe provoque le mal et c'est ça qui est intéressant. Le sexe mène au côté obscur, c'est connu. Voilà. Et c'est marrant, du coup, dans la saison 3, bon, là peut-être je vais trop loin, mais Face, qui est très sexuel, on va dire. Sexué, oui. Face, qui est donc un peu à l'opposé de Buffy, quelque part, est très sur ce... Mais directement, ce rapport entre la mort et le sexe, elle l'impose, c'est dans sa personnalité, contrairement à Buffy, qui là, c'est un épisode spécial, entre guillemets, où elle est différente de d'habitude, où le sexe prend de l'importance, alors que c'est pas forcément dans son caractère. Ça va donc dans cette théorie que le sexe est dangereux, ou provoque le danger, ou provoque la mort. Il va arriver des bricoles à Face, peut-être à cause de ce caractère très... Ouais. Et alors, c'est prolongé dans... je vais pas reparler des comics, là, mais dans les comics, on reprolonge cette idée avec Buffy qui tente des expériences qui... Oui, bah dans la saison 8... Et là, la saison 9, il y a aussi des nouveaux trucs. Oh, mais arrête, bon, bah, je vais la saison 9 et on en parle très prochainement. Voilà. Non, mais c'est bien. C'est vraiment un des thèmes principaux de la série, le sexe et le rapport des adolescents et des adultes après, hein, au sexe, qui est quand même mine de rien quelque chose de très important ça nous mène pas mal. en tant qu'être humain, quoi. Ouais. Donc que dire avec la bière. Ça fait le sexe et la bière, même combat. Bah il y a un épisode où la bière c'est mal. Ah oui c'est vrai. Alors, on va commenter celui-là. Ah oui. On va boire un petit coup avant et puis on commente. Ah oui, il est génial cet épisode. Mais oui, j'y pensais plus. Mais oui. Enfin, il est génial. On en parle. Sur l'alcoolisme. Donnez-nous le fameux épisode sur l'alcoolisme. Donc pour finir sur avant de s'embarquer dans d'autres podcasts, finissons déjà celui-là. Donc c'est un épisode drôle, touchant, profond. Oui, moi j'adore cet épisode personnellement aussi. C'est pas mon préféré, hein, comme certains. Mais en tout cas, ça annonce une très bonne saison 2. Hein. Tout à fait. Certaines personnes disent que cette saison 2 est la meilleure saison de Buffy. Donnez-nous votre avis, peut-être. Moi, j'en fais partie. J'en fais partie aussi, je pense. Alors, si vous pensez J'aime beaucoup la 3, mais c'est vrai que la 2 est excellente. Oui, Clément ? Non, bah, je voulais dire que si vous pensez, vous qui écoutez, que la saison 2 de Buffy est la meilleure, bah n'hésitez pas à nous le dire. Bon, on va pas vous embêter plus longtemps, ça fait quand même un petit moment qu'il dure ce podcast. Oui. Bref, When She Was Bad, épisode incroyable. Elle a dit beaucoup de choses, peut-être beaucoup de conneries. Dites-nous. N'hésitez pas à nous le dire. Ouais. Réagissez. On améliore ça après. On attend vos mails, vos tweets, vos messages Facebook. Donc suivez-nous sur Twitter, sur Facebook. Il y a un site qui existe. Mettez-nous 5 étoiles sur iTunes. Voilà, sur iTunes. Bah, Alors, ça serait sympa. 5 étoiles. Et puis envoyez-nous des mails. Enfin, vraiment, si vous pensez qu'on fait de la merde ou si vous pensez qu'on. On fait un épisode de la saison 3 dans le prochain numéro. C'est toi qui es en charge de ce épisode. Est-ce qu'on balance le nom de l'épisode pour avoir un peu des infos ça peut être pas mal ça. Mais bien sûr. Ouais, vas-y, ouais. Bon, sachant qu'on fera un autre sauce quand même. Hein. On fera un autre sauce, mais si vous avez des infos sur l'épisode 6 de la saison 3 qui s'appelle Band Candy. Ouais. Effet chocolat en VF, c'est le prochain épisode de ce podcast. Si vous avez des anecdotes, des infos très importantes que vous voulez absolument dire, ou même mieux, si vous avez envie de venir chez nous enregistrer le numéro dans notre cave. On n'est pas vraiment dans une cave, mais c'est pareil. N'hésitez pas. Putain, je me trompe. Bad Candy, épisode 3 de la 6 de la saison 3. Voilà, et le mail, je rappelle le mail, pourquoi Buffy c'est génial, tout attaché sans accent, @gmail.com. Voilà, si vous avez des théories extravagantes à développer sur la psychologie des personnages, comme on l'a fait un peu ici, voilà, n'hésitez pas, on se fera une joie de les transmettre ou de vous faire venir pour que vous les transmettiez. Voilà. En plus, vous verrez Clément en vrai et il est physiquement très beau. Comme dans la série. Vous voyez, il ressemble au niveau des oreilles. Bah, vu que c'est moi, pour le coup, je peux pas. Non, mais tu es très beau, Clément.
Bon, on a dit assez de conneries pour ce soir, je crois. Sur ce, ouais. On peut citer. Merci d'avoir écouté. Gros bisous. Puis à très bientôt donc pour le podcast numéro 3 dans très bientôt j'espère. Oui, bientôt possible. Ça roule. À plus tard. Salut. Salut.